Hello, and welcome back to Unapologetically Moi, le podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il est actuellement 18h54 ici à Montréal. Je suis en train de record ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler de daddy issues. Oh my god, daddy issues. Qui a pas de daddy issues? We all have daddy issues. Like, si je devais parler de mes daddy issues, I think ça prendrait tout le long de ce podcast. By the way, ce podcast a été inspiré de ma propre expérience et de ce que j'ai vu chez mes clientes, ok? Comme je vous ai dit, moi, je fais dans le real and raw et je fais pas dans juste l'idée de rendre les choses éducatives parce que sinon, ça sert à rien. Et ce que je veux dire aujourd'hui, peut-être que ça va venir te chercher. Peut-être que ça va t'appeler, peut-être que tu vas te rendre compte que même les hommes ont des daddy issues. Et peut-être que tu vas te rendre compte qu'on a tendance à minimiser, ça commence bien le podcast, hein? À minimiser nos blessures quand elles ne ressemblent pas à ce qu'on peut considérer comme un drame spectaculaire. Je parle pas de cris, je parle pas de coups, je parle pas de quelque chose qui est brutal. Je parle quand les personnes qui ont des daddy issues vont me dire en séance, moi j'ai pas de daddy issues. Non, moi j'ai rien à guérir. Ah, moi j'ai une enfance tellement agréable, tellement normale, mon père travaillait bien, ma mère s'occupait de nous à la maison, ma mère aussi des fois elle travaillait, tu sais, quand elle voulait ramener un salaire, elle était passionnée elle avait une passion et elle faisait ce qu'elle avait à faire et mon père l'avait soutenue, mais tu sais, c'est comme mon père c'était celui qui prenait plus soin du foyer, puis mon père a fait de son mieux, comme je devrais être reconnaissante. Et pourtant, aujourd'hui, quand les clientes en question écoutent leur corps, elles observent chez elles des réactions, des schémas amoureux qui se répètent de manière subconsciente, des besoins de validation extrême, la peur viscérale d'être abandonnée par un monsieur quelconque. Et je m'adresse directement à toi. Je sais que tu vas te sentir, peut-être, encore une fois, visée. Parce qu'une de mes amies m'a dit, Lamia, le dernier podcast, j'ai l'impression que c'est moi que tu visais. Non, je vise personne. C'est juste parce que l'être humain est le même. Que tu sois ici, à Bangkok, ou encore à Bali, que tu sois à Paris, ou encore dans le fin fond de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, l'humain a le même problème, les mêmes situations, les mêmes problématiques, et ça fait des millénaires qu'on les répète. Sauf que l'humain oublie souvent. C'est pour ça que vous et moi, on s'est engagés dans ce healing journey pour apporter à l'humanité la fin de certains cycles qui ne nous servent plus, soit du côté transgénérationnel, soit du côté tradition, soit du côté culturel. OK? Je ferme cette parenthèse. Donc, il y a de fortes chances que tu vas te sentir peut-être justement visé. Et tu vas sentir aussi quelque chose en toi, peut-être qui va émerger, que tu n'as jamais vraiment vu et qui n'a jamais été, entre guillemets, réparé. Pas parce que ton père a été mauvais ou un mauvais père, parce que tu dois le blâmer, parce que sûrement tu l'as blâmé, et parce qu'il y a eu un manque quelque part que tu essaies de combler aujourd'hui, un vide, une distance, que tu n'as pas encore trouvé les moyens de le combler. Et ce vide, il s'avère qu'il se trouve souvent dans ton corps et pas dans ton mental qui essaye de balayer justement les informations en dessous du tapis. OK? Je veux que tu comprennes une chose de fondamentale, c'est que le trauma, c'est pas ce qui t'est arrivé, c'est ce que ton corps a ressenti lorsque les choses se sont produites, elles sont arrivées. Parce que tu peux être... d'ailleurs, il y a une étude sur ça. Il y a eu 2 jumeaux, ils sont partis à la guerre. Il y en a un qui est revenu intact, l'autre il est revenu dans un état de choc total. OK? Donc, même si ton père était là physiquement, même si ton frigo était plein, même si tu avais les vêtements de dernier cri, luxe, même si tu as fait les meilleures écoles du monde, là, je vois particulièrement mes clientes parisiennes, françaises qui ont grandi dans ce milieu-là, ou encore mes clientes maghrébines qui ont grandi dans des exigences plus. On parle pas d'excellence, on parle d'exigence. Donc,
Tout ça, c'est des choses qui peuvent faire partie de la vie d'une personne qui a un trauma. Parce qu'ici, on parle de trauma qui est en lien avec l'absence émotionnelle et non pas l'absence de biens matériels. L'absence émotionnelle, c'est quoi? C'est ce besoin viscéral d'être reconnu, d'être porté, d'être choisi, ok? Qui est malheureusement resté quelque part suspendu dans le vide qui se passe dans ton corps. Et aujourd'hui, on va y aller deep, on va y aller ensemble. Pas pour accuser ton père, pas pour ressaisir le passé, pas pour que tu puisses rester dans le passé de ce qui s'est passé avec ton père, etc. Mais pour libérer, pour comprendre, pour surtout et d'abord et avant tout, reprendre ton pouvoir intérieur de femme, ton autorité intérieure, sans continuer à courir après l'amour d'un homme, comme peut-être que tu le fais actuellement, et comme tu l'as déjà fait inconsciemment, sans savoir que peut-être que tu courais après l'amour que ton père aurait dû te donner. Donc, je vais le reformuler, sans savoir que tu es actuellement, inconsciemment, en train de courir après celui de ton père. Quand je parle de celui, je mentionne ici l'amour. Ce podcast, il est pour toi si t'es une femme, si t'es un homme, peu importe comment tu t'identifies, parce que cette blessure, si elle n'est pas vue, elle va continuer de décider à ta place durant toute ta vie, dans tes choix, en général, dans ton pouvoir décisionnel, dans tes relations et avec ton rapport dans le monde dans lequel on vit actuellement. Ce que je peux t'apporter aujourd'hui, c'est te donner des clés pour comprendre ce qui se rejoue dans ton système nerveux, t'offrir la permission et la possibilité de ressentir les choses sans sentir de la honte ni de la culpabilité, et surtout, d'abord et avant tout, c'est t'ouvrir une voie vers un espace où tu n'as plus besoin de mériter l'amour. Je répète, je parle de mériter l'amour ici. Parce que l'amour, le vrai, il est inconditionnel, il ne se mérite pas, il se reçoit. Et ça commence par toi qui décides de te choisir toi-même. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont grandi en cherchant dans leur relation ce qu'elles n'ont pas ou elles n'ont jamais pleinement reçu de leur père. On croit qu'on veut un partenaire amoureux, mais très souvent, ce qu'on cherche inconsciemment, c'est l'approbation de notre papa qui a été absent, la reconnaissance de notre père qui était froid, la présence, de notre père qui a été débordé et l'amour inconditionnel d'un père qui est généralement dans la maison silencieux. Même quand on sait que de manière rationnelle, qu'on n'a rien à reprocher à nos papas, notre corps, lui, il a somatisé des mémoires implicites dans lesquelles il n'oublie pas qu'il a ressenti l'absence. Donc, vous voyez, on parle de ressentir. C'est pour ça que je parle de travailler le corps. Donc, on parle de ressentir l'absence, le rejet, la comparaison et le fameux manque de validation. Et ce vide-là, mesdames, messieurs, particulièrement mesdames, on va aller chercher le remplir. Donc, on a notre fameuse coupe, notre coupe, et on va venir devant un homme, on va dire « remplis ma coupe ». On se déresponsabilise et on essaie de la remplir avec des hommes. Des hommes qui, sans qu'on le sache, parce que c'est inconscient, vont venir officiellement réactiver exactement la même blessure qu'on a vécue avec notre père. Ils vont être indisponibles, ils vont être critiques et ils vont être distants. Puis avec ça, on va ajouter, ils peuvent parfois être un petit peu légèrement manipulateurs. Parce que l'indisponibilité, la critique et la distance, c'est une forme de manipulation, même si elle est inconsciente. Et parce que tant que cette blessure qui est en lien avec le père, qui est une blessure de ne pas avoir été vue, ok? Tant qu'elle n'est pas, entre guillemets, guérie, libérée,
on va rejouer le même scénario encore et encore et encore et encore. C'est le même problème avec différents visages, différents hommes. On tombe amoureuse de l'homme qui ne s'est pas aimé, qui n'a jamais appris à aimer parce qu'on lui a pas donné justement cet amour-là. On va surdonner en espérant que cette fois-ci, on va être enfin choisi parce qu'on se dit que si je donne beaucoup, si j'investis, il y aura un retour sur investissement. On va se suradapter, on va se surépuiser, on va s'accrocher à des miettes jusqu'à temps que notre corps, notre système nerveux rentre dans ce qu'on appelle un figement fonctionnel. Et quand ce monsieur-là se manifeste dans ta vie, right away, tu vas avoir tendance à lui donner l'étiquette du mec toxique ou du mec pervers narcissique. Je t'invite à revoir tes priorités, d'accord? Et à vraiment chercher ce que c'est un pervers narcissique. Et comme je vous ai dit dans l'épisode, je crois, de la victimisation, l'épisode 3, le terme pervers narcissique, il existe uniquement en français. En anglais, dans toutes les autres langues, on parle de personnalité narcissique ou d'un trouble narcissique. Je ferme cette parenthèse. Ce monsieur-là en question qui donne des miettes, quand il s'éloigne, quand il part, c'est pas juste lui que tu perds. Et ça va être la petite fille en nous, celle qui voulait désespérément que son père la regarde et lui dise « Ma fille, ma chérie, je te vois, tu comptes pour moi, tu es assez, je t'entends, tu es belle, je te considère. » Sauf qu'à force d'attendre ces affirmations-là, cette validation à l'extérieur, on finit par croire qu'on n'est jamais, jamais, jamais assez. Et c'est là que le fameux mécanisme de sabotage, qui est un mécanisme de protection bien sûr, va commencer à se mettre en place. On va commencer à être autocritique envers nous-mêmes, donc on va s'autocritiquer sans arrêt. On va se rabaisser pour rester aimable, acceptable, domptable. On va tolérer des relations, vous voyez mon visage si vous êtes sur YouTube, fade, tiède, sans saveur, parce que l'amour profond va nous sembler quelque chose comme de l'ordre du trop beau pour être vrai. Résultat, la femme devient hyper indépendante pour ne jamais plus avoir à supplier pour gagner de l'attention, et au fond d'elle, c'est l'attention de papa qu'elle cherche. Et à chaque fois qu'une relation pourrait être saine ou nourrissante, cette même femme, son corps va commencer à être en mode panique, angoisse, et le système nerveux va se mettre en mode figement, donc il va imiter la mort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que vu qu'il connaît que le chaos et l'absence et le manque, l'ancien scénario va tenter de reprendre le dessus. Pas parce que t'es pas capable d'aimer, mais parce que ton système nerveux est programmé pour survivre dans un monde où l'amour est continuellement incertain. Et la blessure est encore plus traîtresse qu'on le pense, parce que cette blessure, c'est une blessure qui est loyale. Oui, loyale. Loyale à qui? À papa et à l'enfant qu'on a été. Right. Et donc, on reste attaché inconsciemment au schéma qu'on connaît de la petite enfance. Parce que aimer autrement, choisir autrement, c'est presque comme trahir la petite fille qui est en nous, qui a attendu tout ce temps pour se sentir validée par papa. Et c'est là qu'on va devoir choisir consciemment. Est-ce qu'on va continuer d'honorer la douleur? I don't think it's a good idea. Ou on va commencer à honorer le fait de se choisir, et de prendre un choix qui est celui de la renaissance. Celui de devenir le parent de la petite fille qui est à l'intérieur de nous. Le fait de reparenter les parts à l'intérieur de nous. Et dans ce rôle-ci, on a besoin de jouer le rôle de la mère et du père. Et dans Empower Her Academy, concernant les femmes, je m'adresse aux femmes particulièrement,
Dans la nouvelle formule que je vais mettre en place pour la prochaine cohorte, j'ai décidé, après des années que j'ai vu ce schéma-là se répéter chez les femmes, que le premier live call, okay, la première modalité de pratique de protocole en live à la semaine 4, ce sera sur la blessure du père, avant la blessure de la mère. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes pensent qu'elles ont un problème avec les hommes, elles mettent beaucoup la faute sur les hommes. Je vous épargne toutes les choses que j'entends là sur les hommes. Il est temps un petit peu qu'on reprenne nos responsabilités dans les relations avec les hommes, ok? Ça, c'est un autre épisode dont je vais vous parler, qui va justement parler d'émasculation, par exemple, le fait que c'est pas pour rien que les hommes sont devenus des soft men, comme on dit en anglais, ou sinon, comme vous dites en France, des hommes princesses, même si j'ai horreur de ce terme, parce qu'on est quand même responsable de ce résultat. OK? Je ferme la parenthèse, qui est un petit peu légèrement sarcastique. OK? So, je disais quoi? Vous voyez, TDAH, parfois j'oublie ce que je dis. C'est ça, dans Empower Her Academy, le premier live call, c'est la blessure du père. Parce que je veux qu'on se débarrasse de cette idée que c'est à cause de mon père, à cause des hommes, à cause de mes frères, à cause. OK? Puis une fois qu'on a repris cette structure, entre guillemets, masculine à l'intérieur de notre corps, parce que nous sommes ces deux énergies, masculine et féminine, une fois qu'on a mis la protection, le contenant, le maintien, comme le verre, ça c'est le masculin, et à l'intérieur, l'eau sera le féminin. À la semaine 5, on travaille la mère. Et vous allez voir, mesdames, celles qui vont faire partie du programme de cette année, que généralement, la plupart de vos problèmes ne viennent pas de votre relation avec votre père. C'est pas des daddy issues. C'est généralement plus ancré dans vos mommy issues. OK? Messieurs, c'est un petit peu différent, mais vous allez comprendre dans un autre épisode. Et si vous êtes dans Empower Academy, vous allez comprendre quand on va commencer les pratiques, parce que j'ai fait plusieurs pratiques avec mes clientes et on est allé voir la blessure du père. Oui, c'est celle qui se manifeste souvent, mais dès qu'on attaque la mère, c'est limite la mort. Parce que c'est too much. Alors, je ferme cette parenthèse et maintenant, je vais passer à la blessure du père chez les hommes. Parce que oui, on n'en parle pas, mais même que je dirais on n'en parle pas beaucoup du tout, de la blessure du père chez les hommes, on en parle plus chez la femme, mais chez les hommes, elle existe aussi. Sauf que chez les hommes, la blessure du père, elle est présente, elle est silencieuse, elle est douloureuse et elle est très, genre minime. Genre, vous voyez comme le petit bruit là de votre robinet qui fait toc, toc, toc pendant que tu dors ou ton horloge qui fait clic, 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 c'est comme ça. C'est limite, il faut attendre que le silence débarque pour vraiment l'entendre. Et sachez, mesdames, là, je fais de la prévention parce qu'il y a plus de détresse dans la santé mentale de messieurs que chez nous, mesdames. Il y a plus de taux de suicide chez messieurs que chez nous, les mesdames. Et je remercie tous les hommes qui écoutent mon podcast parce que je sais que la plupart sont entre 35 et 44 ans, puis il y a aussi une tranche d'âge entre 27 ans et 30 ans. Et je vous remercie pour votre présence. J'apprécie sincèrement de vous avoir dans mes auditeurs parce que c'est en rassemblant les hommes et les femmes ensemble qu'on peut créer un monde meilleur. Et moi, je crois à cette harmonie entre nous. Et parce qu'il est temps que les femmes puissent s'asseoir avec des femmes qui ont des versions ou plutôt qui ont fait leur part de guérison avec les hommes et des hommes qui valorisent les femmes et qui ont guéri leur relation avec les femmes. Donc, revenons à la blessure du père chez l'homme et la détresse mentale chez les hommes, comme je disais, elle est beaucoup plus intense que chez la femme. Et le sujet de la blessure du père chez l'homme, elle est super, extra, immensément, extra magnifiquement, je sais pas, j'invente des mots là, tabou. Pourquoi? Parce que un homme ne va jamais dire, t'entendras jamais un homme dire ça, pour de vrai. J'ai besoin de mon père. J'ai besoin que mon père me voie. J'ai besoin que mon père me considère. J'ai besoin que mon père m'entende. J'ai mal parce que il m'a jamais dit qu'il était fier de moi. J'aurais voulu que mon père prenne un moment, me regarde dans les yeux puis me prenne dans ses bras, genre. Mesdames, si vous entendez ceci et que ça vous choque, sachez que c'est réel. Donc, comment messieurs font pour adoucir? On va utiliser le terme en anglais qui est soothe. Soothe, ça veut dire attendrir.
la douleur, c'est que il va se jeter à surperformer, à surprouver, à essayer d'être à la hauteur. Même si la barre, en réalité, n'a jamais vraiment été claire, il va tout faire pour lui faire comprendre à son père comme « Je peux être l'homme de la situation, tu peux me faire confiance ». Le père, pour beaucoup d'hommes, c'est à la fois un modèle à atteindre et le juge à absolument à éviter. Je vous dis ces mots, et moi qui est une fille entourée de 3 frères, je vois mon père dans une scène avec un de mes frères. Donc je vais répéter la phrase. Le père, pour beaucoup d'hommes, c'est à la fois un modèle à atteindre, c'est un objectif, okay, a purpose, une vision, et aussi le juge à éviter dans toutes les situations. Et cette double position, elle va créer une tension intérieure qui va pousser les hommes à se surpasser jusqu'à l'épuisement ou à se saboter. Pourquoi? Comment? Par peur de ne jamais arriver à cet objectif, cette vision, cette perception du modèle à atteindre et du jugement à éviter. Et certains hommes vont devenir des machines à réussite. Ils vont travailler sans relâche. Ils vont faire en sorte de trouver un métier qu'ils vont, même s'ils détestent, mais qui est payant. Donc, ils veulent avoir plus d'argent pour être sûrs qu'ils vont assurer dans leur statut. Ils vont aussi chercher la reconnaissance chez le père, OK? Et le statut, comme je l'ai dit. Je vais faire une mini-parenthèse ici. Mesdames, vous vivez votre daddy issue comme étant un abandon. Messieurs, vous vivez votre daddy issue comme étant un rejet. Et derrière ça, il y a quelque chose qui va show up, que vous pensez que c'est ça le problème, mais c'est pas ça. Mesdames, vous allez ressentir de la trahison, mais la trahison, c'est la surface de l'abandon. Et messieurs, vous allez ressentir de l'injustice, OK, ou de la non-reconnaissance. Et c'est la surface du rejet que vous vivez à l'intérieur de vous par rapport à votre père. Et c'est pour ça que vous allez vous surmener au travail, vous allez tout faire pour amener plus d'argent, parce que dans votre tête aussi, vous avez internalisé que pour être à la hauteur, je dois être comme mon père dans mon foyer avec ma femme. Donc, s'il faut que je travaille 80 heures semaine pour avoir un salaire de 100 000, je vais le faire. Et derrière, il y a une attente de « Oh, je suis fière de toi, mon fils ». Puis il y a aussi une attente dans la société, dans le travail, à avoir un statut parmi les autres boys, parce qu'on va pas se mentir, les hommes, c'est comme c'est naturel chez eux, c'est biologique, mesdames, ok? Ne soyez pas choqués, c'est pas de la masculinité toxique, c'est juste être un homme. Ils ont besoin d'un minimum de compétition entre eux. Ça fait partie de leur côté d'un bon ego de l'homme. Parce que sinon, si un homme n'a pas ça, dans notre biologie, dans notre cerveau reptilien, on n'aurait jamais pu survivre. OK? Donc, le statut, comme je disais, parce que monsieur, il croit qu'un jour, son père ou la mémoire de son père va dire « T'as réussi, mon fils, je suis fière de toi. » Et ce que je vois également chez les hommes, my God, la plupart, quand ce mécanisme, en fait, d'auto-sabotage se met en place, donc il y a comme 2 versions. La première version, ce que je vous ai dit, c'est ils deviennent des machines à réussite. La deuxième, et là, mesdames, j'en suis sûre que vous en connaissez plein dans votre entourage, ils vont se couper de absolument tout. Fuite de responsabilité, fuite dans les engagements, fuite dans les émotions, fuite. Le monsieur, il fuit. Sa seule réponse traumatique, c'est la fuite. L'autre, c'était le fight, donc le combat. Et là, on est dans le flight. Combat-fuite. Alors que, mesdames, généralement, vous êtes dans le fawn et le freeze. Ça veut dire quoi, fawn et freeze? Fawn, c'est la complaisance, la gentille petite fille. Et le freeze, généralement, ça va être un freeze fonctionnel. C'est, je suis madame Miss
je me reprends, 1, 2, 3. Madame Miss hyper indépendante, j'ai besoin de personne, mais en même temps, je suis épuisée. Parce que, let's be honest, biologiquement parlant, on est cyclique, mesdames. In case you didn't know. Revenons au monsieur qui fuit. Donc, ils vont fuir les responsabilités, ils vont fuir les engagements, les émotions, parce que, quoi qu'ils fassent, ils se sentent déjà, écoutez bien, hein, écoutez bien, messieurs se sentent déjà dans cette situation en mode échec. Alors, à quoi bon essayer? Et quand ils sont dans le « alors quoi bon essayer », c'est que monsieur s'est mis en mode économie d'énergie, ça veut dire que son système nerveux est en mode freeze. Il est en mode figement. Immobilisation. Attention, tout ce que je vous dis là, c'est pas conscient. Ça se passe dans le corps, ça se passe dans les tripes de la personne et ça se passe dans son système nerveux. Et ici, on parle de beaucoup d'hommes qui ont internalisé un discours de... Internaliser, je pense que c'est pas assez. Je crois que c'est de l'ordre de l'intégration. Il y a comme c'est l'intégration. Parce que moi, quand je parle de masculin, je parle d'intégrité. Et quand je parle de féminin, je parle d'incarnation. Donc, je dirais ici, ils ont intégré le syndrome de « je ne serai jamais assez ». Et parfois, ils vont venir reproduire ce qu'ils ont vécu par le père avec l'enfant, c'est-à-dire distance, rigidité, absence, même si au fond d'eux, ils aiment profondément soit leur enfant, leur femme, leur mère, peu importe. Petite parenthèse ici, il est prouvé scientifiquement que les papas présents augmentent les chances de réussite de leurs enfants sous toutes les sphères possibles, que ce soit au niveau de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intellectuelle, ok? Que ce soit au niveau de la réussite scolaire, que ce soit au niveau du statut social qui monte, que ce soit au niveau de l'échelle de promotion dans une entreprise, que ce soit au niveau des enfants qui vont répéter le même schéma aux prochains enfants, donc aux petits-enfants. Mais dans le cas où le père est distant, rigide, absent, on va observer des difficultés d'apprentissage, des difficultés à gérer l'argent. Croyez-moi que l'énergie de l'argent en lien avec le père, hein, c'est pas la mère. C'est pas une énergie nourricière. L'argent, c'est une énergie qui donne. C'est le don. C'est le travail. C'est la labeur. Labor. Problème d'argent. Problème aussi de sexualité. Problème d'infertilité. Et j'en passe et j'en passe. C'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet. Puis particulièrement dans ce cas-ci, on parlait vraiment de l'importance de la présence du père dans la vie de l'enfant, surtout entre 0 et 12 ans particulièrement. On peut y aller jusqu'à 8 ans limite, là, mais jusqu'à 12 ans. Et la raison pourquoi le père peut pas être présent dans cette période-là, c'est parce que nous, en tant que millénials dans notre génération, généralement, c'est notre père qui était le pourvoyeur. C'est lui qui allait à l'extérieur pour aller chercher à manger et travailler. Ça veut pas dire que nos mères n'ont pas travaillé. Moi, ma mère, elle a quand même travaillé, là. Mais généralement, c'était le père qui s'occupait de ça. Et la mère s'occupait des enfants. Et donc, cette absence-là, le soir, quand le papa y arrive, il est fatigué. Est-ce que tu penses vraiment que ton père a envie de jouer avec toi quand ça fait genre de 9h à 17h, ta testostérone, elle fait ça, puis il arrive 17h, la testostérone, elle baisse, elle va jusqu'au plus bas. Et quand il arrive à la maison, il a besoin d'un moment de transition. Et là, si t'arrives, papa, tu penses qu'il a l'énergie de te répondre? Non, malheureusement. D'où l'importance que si, messieurs, vous m'écoutez, que vous avez des enfants, passez du temps avec vos enfants. Ça va développer des choses chez eux et vous allez le remarquer que notre génération, on n'a pas pu développer. Et là, on est dans un ère où est-ce que l'attention, par exemple, elle est hyper réduite à cause, et pas grâce, tout ce qui est technologique et les lumières bleues. Je ferme la parenthèse parce que c'était important pour moi de mentionner ce point. Donc, comme je disais, messieurs vont reproduire le même vécu, donc la distance, la rigidité, l'absence, même s'ils aiment profondément, même si le gars que tu fréquentes, par exemple, il t'aime profondément, mais comme il sait pas contenir ses émotions, son engagement, sa seule réponse pour son bien-être, c'est la fuite, il va activer le mode fuite.
parce qu'il y a encore une fois, il y a ce daddy issue qui se mêle de l'histoire et qui est un mécanisme d'auto-sabotage dans ce cas-ci. Et je vais te dire ce qui est pernicieux encore plus dans tout ça, c'est que beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes, dans cette situation, ont peur de leur propre vulnérabilité. Je pense que je vous invente rien, je crois que c'est clair. Pas parce qu'ils veulent pas sentir les choses, mais parce qu'ils ont jamais été guidés. Écoutez bien, ils ont jamais été guidés. Et au-delà de guidés, autorisés à travers leurs émotions. On n'a pas guidé les petits garçons à co-réguler leurs émotions quand ils sont enfants. Parce que dès qu'on voit un garçon qui crie, etc., puis qui tape, puis qui veut jouer au guerrier, nanana, on dit, mais voyons donc, il est turbulent, il est mal élevé, nanana. Mais ça laisse des traces. D'où l'importance du papa dans l'enfance pour la présence paternelle, parce que le côté, comment dire, carré, contenant, hein, on parlait de contenant, je parlais du verre, c'était en vidéo, tu vois le verre que j'ai, il y a des murs, là, il y a comme un encadrement. Cet encadrement va venir maintenir l'émotion du petit garçon. Et c'est ce qui m'amène à te dire qu'un père qui ne sait pas réguler son propre stress, ses colères, ses silences, malheureusement, n'enseigne pas la sécurité intérieure à son fils. Il va plutôt lui enseigner. Et là, en ce moment, là, je vise notre communauté maghrébine, je vise les Algériens. OK, je vous le dis, là. Je le dis comme real and raw, je vise les Algériens. Parce que c'est ce que je connais de plus. OK? Donc, je disais, il n'enseigne pas la sécurité intérieure au fils. Il va enseigner quoi? La retenue, la tension et le repli. Et ça veut pas dire que ça n'existe pas chez d'autres cultures que les Algériens, mais moi, je l'ai vu, j'ai baigné dedans. OK? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, je vais mettre une parenthèse ici, je vais vous parler de mon histoire un petit peu. À l'âge de 4 ans, mon père s'est levé un matin, on sort de notre appartement en Algérie et me dépose devant la porte de chez mon grand-père sans m'expliquer le pourquoi du comment qu'il me dépose là avec mes valises. Il s'avère que mon frère était né avec une maladie et mon père devait limite s'occuper de mon frère et dormir, vivre à l'hôpital parce que mon frère était considéré comme un cas palliatique. Mon frère va bien, he's a superhero, he survived, he's amazing. Et je l'adore, je l'aime trop. Et il m'a déposé chez mon grand-père. Mon grand-père, le typique homme qu'on a pointé dans la famille comme étant celui qui va s'occuper des problèmes de tout le monde, celui qui va, comme je vous disais tout à l'heure, celui qui doit se surpasser, surréussir, etc., surperformer. Et mon grand-père était un homme qui n'a pas su contenir ses émotions parce qu'il avait tellement de rage et de colère à l'intérieur de lui qu'on n'a pas accueilli, qu'on n'a pas su comment ouvrir une porte thérapeutique pour lui ou carrément juste s'exprimer parce qu'il n'avait pas le droit de défier l'autorité masculine, même en étant un homme. Et ben, mon grand-père était très rigide, très sur la retenue, très en mode tension comme une cocotte minute et il était très dans le repli. Absence émotionnelle, absence physique, absence dans tous les sens. Par contre, il y avait un côté violent, physiquement, qui se manifestait parce qu'il savait pas comment contenir cette énergie de rage. Et qui subissait, c'est moi parce que j'étais une enfant qui ne se sentait pas écoutée, qui a vécu cette absence de mon propre père comme étant un abandon. OK? Je me suis sentie trahie par mon père. J'ai dit comment ça se fait que ça fait 5 heures que je pleure dans les escaliers pour que mon père revienne, que cette porte-là s'ouvre, puis que mon père vient me chercher, puis qu'il est pas venu me chercher, puis que, genre, il est pas venu me sauver. C'est pas normal. Puis pour vous donner une parenthèse, une femme peut vivre l'abandon, en tant que petite fille, on peut vivre l'abandon de notre père simplement quand notre père quitte pour aller au travail. Moi, mon père, quand il quittait pour aller au travail, il me disait pas c'était quoi son travail, il m'expliquait pas, parce qu'ils ont pas appris. Ils ont pas appris à expliquer ce genre de choses. Fait que tous les matins, quand mon père quittait, c'était une crise devant la porte de la maison de pourquoi tu quittes et tu m'abandonnes et t'es un traître. You're not okay. La petite fille en moi, la petite Lamia, elle était comme You are a traitor! Tu t'en vas, tu m'expliques pas! Puis ça crée chez moi quelqu'un qui est très colérique quand j'étais enfant parce que à chaque fois que j'exprimais un besoin de manière douce et gentille, on me comprenait pas, on m'écoutait pas et on m'aidait pas à comprendre ce que c'est mon besoin pour pouvoir derrière me le fournir en fait. Donc j'ai dû manquer de certains besoins et la seule façon, le mécanisme de défense que j'ai trouvé pour me faire écouter, c'était en criant
Et en criant, j'avais le droit à la retenue, aux tensions, à d'autres cris, à de la violence physique parfois, à des punitions, etc. OK? Je ferme cette parenthèse. Et je reviens. Donc, ce type de père, vous voyez, c'est de l'ordre du transgénérationnel et de l'intergénérationnel. Je m'adresse aux Algériens ou Maghrébins, mais je vise personne. Mais, même si j'ai dit que je visais quelqu'un, que je vous visais, je vise pas vous en pointant du doigt, voulant dire qu'on est moins bien que les Français ou les Québécois, peu importe. C'est juste que c'est la réalité que je connais parce que c'est la réalité dans laquelle j'ai grandi. OK? Donc, le résultat, c'est quoi? C'est des hommes qui vont devenir des adultes avec un corps rempli de charges émotionnelles qui n'a pas été exprimé. Et comme je disais un peu plus tôt, ça va impacter la sexualité. Et là, on parle d'une sexualité qui est désincarnée, désintégrée, et en plus de ça, d'un cœur c'est un cœur qui est en mur de béton. Mon grand-père, là, je vous le dis, là, quand je donne l'image du mur de béton, c'est vraiment ça. Don't get me wrong, mon grand-père et moi, nous avons une excellente, belle relation aujourd'hui. J'ai fait le deuil de ça. J'ai une belle relation avec lui. D'ailleurs, un jour, il était trop cute, j'étais en Algérie, il est venu me voir, il m'a dit « Ma fille, I'm so sorry, t'étais le premier petit enfant que j'avais. J'avais pas les capacités de m'occuper d'un enfant à cet âge-là parce que, ben voilà, mes tantes et mes oncles et ma mère étaient toutes rendus vieux. » Et il m'a demandé pardon. Il m'a dit « J'ai pas pu être la meilleure version de moi parce qu'on m'a pas appris à être la meilleure version de moi et parce que j'ai juste appris ce que les autres m'ont montré, tu sais. » Je vais prendre une petite respiration ici. OK? C'est tellement beau de voir la responsabilité, comment qu'elle peut créer des liens qui sont solides après. Ça me fait tellement un baume au cœur juste à y penser parce que le trauma se crée dans des relations et le trauma se libère, se guérit dans les relations. Revenons aux hommes. Donc, je parlais du cœur en béton. Et là, je m'adresse généralement aux femmes plus qu'aux hommes. Je sais pas si tu le sais, mais la majorité des hommes, ce qu'ils veulent, c'est de la liberté, c'est d'être vu, c'est d'être aimé, sans avoir à mériter leur valeur. À la fin de la journée, nous sommes tous des petits garçons et des petites filles dans des corps d'adultes. C'est triste à dire, mais beaucoup d'entre nous, notre système nerveux est bloqué à un âge d'un enfant entre 0 et 8 ans. Et tant que messieurs cherchent encore la validation de leur père à travers le travail, à travers leur campagne, à travers leur compte de banque, à travers leur statut, à travers leur place dans l'entreprise, ils ne se permettent pas cette liberté. Messieurs, vous ne permettez pas cette liberté. Tant que vous vous définissez avec des choses de l'ordre de l'extérieur, du matériel, vous ne pourrez pas avoir la liberté intérieure. Et ça, c'est une guerre intérieure qui n'a malheureusement, je vous le dis dès maintenant, qui n'aboutit à rien, qui n'a aucun succès. Il n'y a rien qui pourrait taire cette guerre-là. Je vous le dis, il n'y a rien qui pourrait l'apaiser si on essaie constamment, pareil pour mesdames, de prouver notre valeur avec les biens matériels. Donc, que tu sois une femme ou un homme, ou que tu sois une femme en relation avec un homme ou un homme en train d'écouter ce podcast, ce n'est pas ton job de réparer ton père. Ton job, c'est d'être l'enfant de ton père. La fille, le fils de ton père. Et ce n'est pas non plus ton job de vivre à travers ses attentes ou son absence. Ta responsabilité aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est de choisir la paix intérieure. Même si tu n'as jamais entendu de « je t'aime », de « je suis là et je suis fière de toi », tu as l'opportunité de te le dire à toi-même. Parce que maintenant,
c'est à toi de te auto-valider. C'est à toi d'éveiller ton autorité intérieure et de te libérer par toi-même parce que tu as ce pouvoir de responsabilité. La blessure du père, c'est pas un souvenir lointain, c'est pas une histoire de famille, c'est une empreinte, une trace énergétique, émotionnelle, corporelle, spirituelle et j'en passe, qui va venir influencer ta manière d'aimer, ta manière de te positionner dans la vie de tous les jours et ta manière de vivre ton féminin et ton masculin. Et le plus souvent, elle ne s'exprime pas par des mots. Ça va s'exprimer par des symptômes, des attitudes, des choix, des blocages. Je vais te donner des exemples concrets et peut-être que tu vas te reconnaître dans plusieurs d'entre eux. Généralement, la plupart du monde se reconnaissent dans plusieurs d'entre eux. Le premier exemple que je peux te donner, c'est tu as du mal à mettre des limites. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de toi qui pense encore, si tu dis non, tu vas perdre l'amour. Donc, tu vas chercher, si tu es une femme, tu vas chercher la validation chez monsieur. Si tu es un homme, tu vas chercher l'approbation chez madame. Et là, tu veux être le gentil, la gentille, parce que tu veux pas décevoir. Mesdames, le deuxième cas, situation ou exemple concret, c'est que tu vas t'attacher à des hommes qui sont émotionnellement indisponibles et froids. Parce que ton corps, ton système nerveux, c'est tout ce qu'il connaît. Ton système nerveux, lui, c'est conditionné, c'est câblé à l'amour, dans le manque, dans l'incertain, dans le mérite, à force de faire des efforts pour être ceci ou être cela. Mais tu es déjà un être humain, t'as pas besoin d'en faire plus pour être quelque chose. Donc, bien évidemment, un homme qui va être disponible, qui va être doux et ferme, qui va être ouvert, va faire en sorte que ton système nerveux va commencer à paniquer. Et tu vas croire que c'est pas normal. Et tu vas chercher cette addiction au drama. Tu iras voir le podcast numéro 3, la posture de victime, pour comprendre ce que je veux dire par là. Et ton système nerveux se fout de la paix parce que, ou de l'épanouissement ou de ton bien-être parce que son seul objectif, c'est de te garder en survie. Puis c'est tout ce qu'il connaît. C'est ce qu'on appelle la zone du connu. Et même si c'est inconfortable, tu vas rester dans cet inconfort-là parce que c'est le seul confort que tu connais. Parce que le nouveau confort qui est un homme qui est disponible, doux, présent, intègre, ferme, panique totale. Également, on parle du mécanisme de Madame Miss Hyper Independent, Madame la guerrière, la galérienne. C'est que tu veux rien devoir à personne. Parce que, let's be honest, blessure de la trahison, peur de l'abandon. Et tu fais tout, toute seule, absolument, tout le temps, seule. Tu demandes jamais d'aide. Tu contrôles et tu surcontrôles absolument tout, même les petits mini détails. Et t'appelles ça de la force. Alors, laisse-moi te dire une chose. Ceci est un signe de survie. C'est pas de la force. T'as beau te mettre le badge de l'honneur de la femme forte et le trophée de la femme forte, crois-moi qu'à la fin de la journée, c'est de la survie. Mais comme t'es peut-être en dissociation en ce moment ou en figement fonctionnel, t'es peut-être pas prête à comprendre ça ou peut-être que t'es juste en mode « what the fuck », je réalisais pas. Mais oui, c'est de la survie. Je suis rendue au point dans ma vie que s'il y a un homme à côté de moi qui peut le faire, je ne le fais pas. C'est-à-dire, quand je vais dans l'avion puis je prends mon carry-on, puis qu'il y a un homme qui est encore debout ou qui est même assis, qui peut mettre ma valise en haut, là, au niveau du carry-on, je me bouge pas le petit doigt, je demande « Monsieur, pourriez-vous m'aider? » À la maison, le pot là, de confiture, peu importe, non. Si mon frère est dans la même pièce, je le donne à mon frère. I don't give a damn. Mais pour ça, il a fallu que je chemine. Mais j'étais cette femme-là aussi, là. Ensuite, je vais parler à celles qui sont dans la surperformance ou ceux qui sont dans la surperformance. Et tu te définis par ce que tu fais, pas par qui tu es.
Et ça t'épuise à courir après une reconnaissance qui, en réalité, n'existe pas et ne viendra jamais, jamais, jamais de l'extérieur. Un autre point, c'est le fait de porter une colère, une rage. My God, genre, je sais même pas comment je peux je pense pas que j'ai un mot en français en ce moment dans la tête qui pourrait définir ça. Mais c'est de la haine, limite, contre les hommes, contre toi, contre la vie. Et tu sais pas d'où ça vient. Et parfois, tu vas sentir une forme de boule de ventre une boule au ventre, ou sinon une boule dans la gorge, comme si tu as besoin de faire sortir quelque chose. Et malheureusement, tu te retiens, tu te contiens, tu t'enterres dans ça et tu commences à venir dans le mental puis tu commences à rationaliser. Ouais, mais parce que machin, blablabla. Là, on part dans une thèse en philosophie. Et en dernier, c'est que tu vas jouer le syndrome de la gentille fille ou sinon le syndrome de la princesse ou le syndrome de la petite fille ou sinon ce que j'appelle aussi dans une de mes modalités, une part de toi enfant va prendre le dessus dans ton système intérieur et elle va prendre le dessus dans ton système nerveux. Et là, il y a beaucoup de honte ici. Ça va être une personne qui va être dans, comme je disais au début, tout à l'heure dans le podcast, je dis les femmes sont soit dans le figement fonctionnel, donc elles sont dans l'immobilisation, figement, soit elles sont dans ce qu'on appelle le fun response, qui est la complaisance, le people pleasing. Et là, je parle particulièrement de la femme qui va baisser les yeux, qui va éviter les conflits, qui va minimiser son succès, qui a peur d'être vue, qui va se faire toute petite parce qu'on veut pas prendre trop de place, parce que c'est dangereux de prendre trop de place, parce que ton père n'aimait pas ça, parce qu'il fallait être sage, fallait être simple, fallait être cute, fallait être mignonne, fallait se cacher, hein, vivons cachés, vivons heureux, fallait pas s'exposer, etc., etc. Et tout ça, ce sont des symptômes d'un corps qui est loyal, qui est dans une loyauté familiale, comme on dit dans les constellations familiales, ou dans les thérapies systémiques aussi, c'est que le corps est loyal à une blessure qui est ancienne. Pas parce que t'es faible, mais parce que ton système nerveux, ok, est en mode survie, et il fait ce qu'il peut, il fait son travail pour te garder en sécurité. Puis comme c'est la seule sécurité que tu connais, bien évidemment, on revient à ça. Sauf que, guess what? C'est là que le vrai travail commence. Il commence pas dans la tête, parce que t'as bien vu, on aurait beau en parler pendant 15 ans, ça sert à rien. On aurait beau analyser, ça sert à rien. C'est vraiment de revenir dans le corps, dans le ressenti, dans le fait de se laisser aller. En anglais, on utilise le terme surrender. En français, c'est le terme soumettre. Je suis pas trop fan du terme soumission en français, mais il y a une forme de soumission. En arabe, on peut parler de tawakkul ici, religieusement parlant. Mais c'est vraiment de se laisser aller, de se laisser être. Tiens, parce que moi, le terme que je préfère le mieux, c'est vraiment le terme laisser être. J'aime pas le lâcher prise, parce que je trouve qu'il va être trop développement personnel. Puis si tu lâches pas prise, c'est que non. Laisser être, parce que nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains. Hein? Être, faire, avoir. D'abord, être. D'abord et avant tout. Et donc, ressentir dans ton corps, te laisser être, parce que tu es humain, tu es un être humain. Et en dernier, réintégrer. L'intégration, c'est faire de l'incarnation, du embodiment work, du nervous system regulation, donc la régulation du système nerveux, et de passer le temps d'intégration. Et le temps de l'intégration, by the way, il n'est pas très beau. Hein. Ça peut être un temps qui est long, ça peut être un temps qui va créer de l'anxiété, mais c'est nécessaire pour passer à autre chose. Ça fait partie de la spirale, du cycle, de travailler sur soi dans le healing journey. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes une chose, c'est que le problème, c'est pas toi. Encore une fois, le problème, c'est pas toi. Tu n'es pas le problème, c'est ton corps, lui. Il est en train de crier, il essaie d'exprimer ce que tu n'as jamais pu exprimer. Et ce qu'on n'exprime pas s'imprègne dans le corps, vient se loger, se cristalliser dans nos fascias. N'oubliez pas que le mot émotion, c'est energy in motion, donc énergie en mouvement. Et comme cette énergie n'a pas pu bouger dans le corps, donc il y a un point énergétique, une cristallisation qui est bloquée quelque part dans le corps. C'est pour ça que c'est important de passer par des modalités, d'abord et avant tout, qui passent par le corps avant d'aller vers les thérapies par la parole.
Et généralement, si tu as fait des modalités somatiques qui passent par le corps, tu n'iras pas faire les thérapies par la parole parce que ça te servira à rien. OK? À la limite, si tu veux faire quelque chose, un objectif concret, tu peux faire de la cognitivo-comportementale ou de la PNL, mais sinon, ça te servira à rien. Tu vas comprendre que tu as été dans la profondeur, tu es passé par le corps. Et tant que tu ne l'écoutes pas, ton corps, tu vas répéter les mêmes schémas, les mêmes situations, les mêmes problèmes. Mais c'est pas toi le problème, c'est ton corps qui se met en mode survival mode. Alors, la vraie question maintenant, c'est est-ce que tu es prête à entendre ce que ton corps a à te dire? Parce qu'il passera pas par 4000 chemins, puis la mémoire implicite, parfois, elle peut être légèrement violente, mais elle est nécessaire. Et pas parce que ton corps veut te condamner dans le passé, mais parce que ton corps, il sait là où aller pour te libérer, et cette fois-ci, pour de vrai. J'aimerais te parler d'un mythe concernant la blessure du père. C'est le mythe toxique qu'on doit démonter tout de suite. Donc, le processus de healing, c'est pas le faire soi-même, c'est passer par le fait d'avoir un besoin viscéral de blâmer. Encore une fois, quand on active le blâme, ça veut dire qu'on est enseveli de honte. T'as pas besoin d'haïr ton père pour libérer la blessure. T'as pas besoin de ressasser le passé ou l'histoire en question pour te sentir légitime d'exister. Okay? C'est pour ça que les somatic therapy, les thérapies par le somatique, par le corps, elles sont géniales. Et t'as surtout pas besoin de mettre, de cocher la case, de te sentir forte par rapport à ton passé pour justement te libérer par rapport à cette blessure-là. Tu peux honorer ce qu'il t'a transmis, parce que, let's be honest, tous nos parents ont fait du mieux, et venir prendre cette énergie-là, la transmuter et la transformer en quelque chose que tu te donnes toi-même. Parce que oui, il y a des choses que lui, il n'a pas pu te donner, mais aujourd'hui, on peut se donner les choses. Donc, tu peux reconnaître dès aujourd'hui, si tu as la possibilité de le faire, si tu es prête de rentrer dans ce travail-là, ses limites à ton père, ses absences, ses silences, sans t'enfermer nécessairement dans le rôle de la victime. Et là, je vous renvoie dans le podcast précédent qui parle de la posture de la victime. Et surtout, tu vas pouvoir arrêter de chercher chez les hommes ce que tu peux aujourd'hui te donner à toi-même. Guérir la blessure du père, c'est pas une histoire de mots, c'est une histoire d'énergie, de présence, de sécurité intérieure. Je parle tout le temps de ça. C'est une question de sécurité intérieure. Tous les traumas, si tu veux prendre le pouvoir sur ta vie, si tu veux pouvoir émaner ton magnétisme, reprendre ton autorité intérieure et la montrer au grand public, t'as pas le choix de passer par là. Et tu as besoin de présence pour avoir éventuellement de la sécurité intérieure. Puis c'est quoi concrètement la sécurité intérieure? C'est te sentir dans ton corps que tu n'as plus besoin de l'amour de X, Y, Z. C'est de réapprendre à ton corps à recevoir sans se sentir en mode « je vais mourir ». Ça veut dire si on te donne un compliment, c'est juste de dire merci parce que tu sais que tu le vaux. C'est ton droit de naissance, le compliment en question. T'as pas besoin de le mériter, t'as pas besoin de rien faire pour le mériter, ce compliment-là. Et c'est aussi revenir à cette petite fille en toi et lui dire « T'as plus besoin d'attendre, ma chérie, je suis là. Et je te laisserai plus jamais, 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 jamais seule. I'm here for you. » Et ça, c'est pas mental, c'est de l'ordre du corporel et de l'énergétique. C'est un chemin de la descente du mental, du cerveau, de la partie consciente, du préfrontal, cortex préfrontal, et on descend, puis on vient vers le corps, et on va voir le cœur, qu'est-ce qui empoisonne le cœur, et on descend, et on va vers l'utérus,
pour voir qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là. Et ça, le chemin que je viens de vous faire, pour ceux qui me voient en vidéo, c'est le chemin des nerfs les plus importants de notre corps qui s'appelle le nerf vague. Et le nerf vague, c'est le nerf le plus principal dans le système nerveux et c'est le nerf qui s'occupe non seulement de diriger la sérotonine vers le cerveau, de communiquer certaines hormones vers le corps, de créer de la sécurité. C'est celui qu'on peut activer pour se sentir relax. Hein? Donc, dans le corps. Parce que tant que ton corps attend encore papa, tu ne peux pas vraiment t'ouvrir à l'amour d'un homme adulte, intègre, ferme, doux, et j'en passe et j'en passe. Et tu vas passer ton temps à t'accrocher à ce que tu as vu dans Disney Hollywood. Je te réfère au précédent podcast et j'en ferai un autre concernant l'influence Hollywood et Disney. Et tu vas activer la comparaison. Tu vas commencer à essayer de t'ajuster pour fit dans des boîtes. Tu vas te mettre dans le contrôle. Tu vas être dans la suraction. Et malheureusement, peut-être que tu risques de passer à côté d'une personne qui est extraordinaire, mais certainement d'une vérité qui est vraiment essentielle, c'est que tu n'es plus la petite fille. Tu es une femme aujourd'hui. Et aujourd'hui, en tant que femme, c'est ton droit de naissance, OK, d'être en paix. Tu n'as pas besoin de mériter pour avoir la paix. C'est ton droit de naissance. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que j'en ferai un autre podcast sur les mommy issues. I said a lot. J'ai beaucoup dit. Je sais pas combien de podcasts en termes de timing dans lequel on est rendu en ce moment. On est à 56 minutes. C'était un moment qui est agréable pour moi d'avoir partagé mes connaissances et ce que je voyais chez mes clientes. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a ouvert une porte. J'espère que maintenant que tu as une clé dans tes mains, tu vas savoir trouver la bonne serrure pour ouvrir cette nouvelle porte qui te mène vers une nouvelle réalité, un nouveau vortex. Et ce podcast, encore une fois, c'est pas un point final, hein. C'est une invitation. C'est une invitation à reprendre ta place d'enfant, oui, et ta place de femme adulte aussi. Et aussi une invitation à toi, la femme adulte aujourd'hui, de jouer le rôle de la mère et du père à l'intérieur de toi pour cette petite fille-là qui est en toi. Parce que c'est en accompagnant cet enfant intérieur que tu vas pouvoir reprendre ta place sur ton trône, tu vas pouvoir honorer ton histoire sans la subir et surtout réécrire ta vie avec une vérité qui est plus grande que ton passé. Et mesdames, là je m'adresse particulièrement à mesdames, monsieur si vous êtes encore là, c'est génial, je suis très contente. Si vous avez vos femmes à qui ça pourrait intéresser concernant le podcast que j'ai fait aujourd'hui, ou des amis ou des sœurs, n'hésitez pas à leur envoyer le podcast parce que c'est comme ça que généralement mes clients m'ont découvert, c'est à travers le bouche à oreille. Et également, mesdames et messieurs, si ça vous intéresse d'inviter les femmes autour de vous, si tu veux aller plus loin dans cette libération, aller dans le retour à toi, vers la réconciliation profonde avec ton corps, avec ta lignée féminine, avec la lignée masculine de ton transgénérationnel pour briser ces chaînes-là qui emprisonnent, je vais t'inviter à rejoindre ma masterclass qui s'appelle Embodiment, le codex du féminin. C'est une masterclass qui est gratuite, qui aura lieu dans 4 jours, le 28 avril, 14h, heure de Montréal et 20h, heure de Paris. OK? Pour t'inscrire, tu as juste à DM sur mon Instagram, @itslia. Vous allez trouver dans la barre d'infos toutes les informations. Masterclass. Comme ça, vous aurez directement le lien pour rentrer dans la liste d'attente. Et en plus, j'ai un petit cadeau pour vous, 5 petits podcasts intimes, exclusifs, privés, uniquement pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter et qui se sont inscrites à la liste d'attente. Et dans la masterclass, je vous préviens, on va traverser, OK, ensemble, le chemin du retour vers la femme que tu as toujours été, d'accord? Parce que c'est une question de conditionnement et c'est important de se déconditionner, pour se retrouver. On n'a pas besoin de faire plus, on a besoin de déconditionner pour se retrouver. Et donc, revenir à la femme que tu as toujours été avant
qu'on te dise que tu devais être sage, tu devais être ceci, être cela, cela et cela pour être aimé. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, ça fait presque 1 heure. Je suis très reconnaissante pour ta présence et je te souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe là où tu es, et je te dis à très très vite dans ma masterclass Embodiment, le codex du féminin.